observe la forme de ce glissement de terrain survenu la nuit dernière dans mon canyon. C'est une petite falaise. À moins de 500 pieds de mon camp, j'ai un autre virage dans le canyon qui ressemble beaucoup aussi. Ils ressemblent sans tous les deux à des fers à cheval. Une fois que j'ai remarqué la ressemblance, je n'ai pas pu arrêter d'y penser. Qu'est-ce qui crée ces formes? Sont-elles reliées? Et la plus grande question, devrais-je m'inquiéter de dormir chaque nuit à côté d'un possible glissement de terrain? Quand je compare l'endroit du glissement de terrain à mon campement, ils sont à des stades très différents du processus. La question est, où en est celui qui se trouve à seulement 150 mètres de mon camp? Est-il stable pour toute ma vie et au-delà, ou est-ce quelque chose dont je dois m'inquiéter pour demain? La réponse est, je ne sais pas, je ne suis pas géologue. Aujourd'hui, je fais une randonnée jusqu'au mur effondré pour comprendre ce qui se passe réellement et en apprendre davantage sur cette géologie active. Entrer dans ces canyons est toujours un moment particulier. Il fait plus humide ici et il y a beaucoup d'ombre pour échapper au soleil. C'est très similaire aux leçons que j'ai apprises en essayant de faire pousser des plantes sur mes terrasses. Plus je recueille d'eau et plus j'apporte de l'ombre, plus l'endroit devient vert. Contrairement à tout mon travail acharné, cet endroit existe naturellement. Pour ceux d'entre vous qui posent des questions sur le sorgho, ce n'est pas moi qui l'ai planté. C'est grâce aux oiseaux, donc on dirait que ça va se répandre tout seul. Je me souviens rarement être venu ici sans utiliser mon application d'identification des plantes, comme lors de ma découverte de ce lys de pluie. Et c'est presque comme un rituel. Quand je vois le serpent urticant, je dois m'arrêter et regarder. C'est l'une des rares fois où j'ai vu cette plante sans qu'elle soit couverte de pollinisateurs. Même si elle est très méchante avec moi, elle porte ce nom pour une raison. Elle pique comme une ortie. Les pollinisateurs adorent cette plante. Juste pour contexte, la raison pour laquelle je dis que je ne comprenais pas à quel point l'argile est répandue, c'est que j'en trouve absolument partout. Alors que je travaille à construire ma méga rigole, qui est la rigole numéro 3 du camp, elle commence près de mon campement et va jusqu'à la limite de ma propriété. Et l'élément clé ici, c'est que aussitôt que vous grattez le premier pied de terre, c'est de l'argile pure, exactement comme cette poche ici. Il y a un peu de gravier mélangé, mais pour la plupart, c'est de l'argile. Et avec l'argile, j'ai ma meilleure opportunité de créer une forêt dans le désert. Je suis content d'être venu ici, parce que j'ai déjà vu le micocoulier du désert, mais seulement au fond du canyon. Je ne réalisais pas que cela représente la moitié de la végétation. Je pensais que c'était uniquement de l'acacia à griffes de chat, mais j'ai goûté les baies le mois dernier et c'était génial. C'est super de savoir que ce n'est pas juste une plante étrange, qu'il y en a beaucoup plus. Voici l'acacia à griffes de chat que je pensais dominer partout. La raison pour laquelle je m'arrête sans cesse pour regarder autour de moi, c'est qu'hier Daniel a vu 2 fois des pumas. La première était juste là, vraiment près du glissement de terrain en fait. Et la deuxième était à environ 400 mètres plus bas, là où je suis entré dans le canyon, et je devrais te parler de cette deuxième rencontre. Daniel était vraiment animé, je vais donc le laisser raconter. Mon cœur bat à 1000 à l'heure en ce moment. C'est À combien de mètres étiez-vous? du chat.
moi à toi, quand il est sorti des broussailles autour du bord du canyon. Ouah. Ouais, il a surgi, vraiment, il a dû m'entendre, mais je ne l'ai pas vu du tout. Je marchais simplement, je descendais un canyon, et tout à coup, ce truc a bondi juste devant moi, jusqu'à ce que je tire. Je l'ai peut-être touché, je ne sais pas. J'espère que non. Pour être tout à fait honnête, j'espère que non, parce que je ne veux pas qu'ils y aillent. Ouais. Tu vois, je les veux ici, je ne veux juste pas qu'ils partent. Ouais, pas aussi près du camp. Tout d'un coup, je marche et j'entends, tu vois, ça arrive tellement vite que, ouais, je préfère encore avoir affaire à de mauvaises personnes. Donc, si quelqu'un me demande pourquoi je porte une arme et quels sont les dangers, je viens littéralement de tomber sur un puma. Il ne devrait pas être dehors maintenant. Non, il ne devrait vraiment pas. Comme ils devraient être dans leur grotte. Genre, c'est trop. Enfin, je ne sais pas quelle heure il est, mais il est trop tard dans la matinée. Il est 11 heures du matin. C'est bien trop tard, apparemment. Ce n'était pas un gros félin, peut-être un jeune, mais il devait peser 50 ou 60 livres. Oui, assez pour te mettre en mauvais état. Ouais, je n'aurais pas voulu me frotter à lui. Ça m'a fichu une sacrée trouille et ça m'a probablement coûté 15 $. C'est ça qui m'énerve vraiment. Ouais, les 10 mm, c'est cher. Ouais. Combien de coups as-tu tiré? Je crois 5. J'ai tiré 5 coups. J'espère vraiment ne pas l'avoir touché. Je n'ai pas vérifié. Ce serait idiot de ne pas vérifier s'il y a du sang. Je suis d'accord. Donc c'était entre Ocatillo. Oui, c'était littéralement juste ici. Donc je ne sais pas si c'est là qu'il a bondi, parce que j'ai juste entendu quelque chose, et cette chose juste... Ouais, parti. Je suis certain que ton souvenir n'est pas fiable avec autant d'adrénaline. Non, 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 non. C'est pour ça que les RR sont si importants à faire à plusieurs rapports après action. Par exemple, lors d'une fusillade ou autre, il faut tout couvrir. Sachant qu'il y a une concentration inhabituelle de lions, je dois choisir entre marcher près des parois d'argile qui pourraient s'effondrer sur moi ou marcher près des broussailles où un puma pourrait m'embusquer. Choisis ton poison. J'essaie de ne pas trop montrer d'armes à feu dans Dust Ups, mais je savais pour les lions. On voit de plus en plus de signes de leur présence. Mais après ça, je ne pense pas que vous me verrez un jour ici sans être armé. J'aimerais que tu puisses sentir l'acacia. C'est comme si je marchais à travers un parfum. La vergerette se porte à merveille. C'est tout. C'est une grande falaise. Regarde ce truc. Les géologues les appellent des amphithéâtres, et ils se forment par un processus appelé érosion régressive. Voilà ce qui se passe. L'eau n'érode pas de façon uniforme, elle se concentre. Lorsque le ruissellement s'écoule sur le bord d'une falaise, il ronge le matériau en dessous, surtout s'il s'agit d'un matériau plus tendre comme l'argile que vous voyez sur cette image. L'érosion commence à un endroit, mais elle progresse vers l'arrière, ce qu'on appelle l'érosion régressive, dans la paroi de la falaise. Et comme l'eau a naturellement tendance à s'étaler en tombant, vous n'obtenez pas un mur droit. Vous obtenez cette forme d'amphithéâtre incurvé. Le centre s'érode plus vite que les bords, et avec le temps, cela forme un fer à cheval. Même si j'adore l'argile pour les plantes, son inconvénient était qu'elle favorise les glissements de terrain, car elle devient glissante quand elle est mouillée. Avec tout ce matériau empilé au-dessus, et si vous ajoutez de l'eau, ce qui représente essentiellement du poids, il ne peut plus supporter la charge. C'est alors que survient l'effondrement soudain que j'ai observé la nuit dernière, un glissement de terrain.
C'est terrifiant. C'est complètement terrifiant. Regardez toute cette quantité de matériaux. C'est logique que mon premier glissement de terrain lors des remous de poussière ait eu lieu dans ce fer à cheval où j'ai construit mes terrasses, sur une poche d'argile plus profonde. Et ça veut dire que je dois vraiment me battre pour que les arbres essaient même de pousser. Sur la troisième rigole du camp, où nous avons déplacé plus de 10 000 mètres cubes de matériaux, ce sera bien plus facile. En fait, je veux vous montrer cette orme de Sibérie. Croyez-le ou non, ce sont des ormes de Sibérie que j'ai plantées à partir de graines. Il ne prospère pas vraiment, mais je n'ai littéralement rien fait pour l'aider. Il n'y a pas de fumier, il n'y a pas d'amendement du sol, je ne lui ai même pas mis de paillis, je voulais juste voir comment il s'en sortirait, mais maintenant que je vois qu'il tient le coup, je vais lui donner un peu d'attention. Avec l'argile, j'ai de l'humidité disponible dès le premier instant de la vie. Quand un arbre germe avec sa racine pivotante, parce que la plupart des arbres ici ont des racines pivotantes, en s'enfonçant, ils vont simplement continuer à trouver de plus en plus d'humidité. Daniel a filmé ces images de l'eau qui s'écoule dans le canyon juste à côté du camp. La meilleure chose que je puisse faire, parce que c'est un débit d'eau gérable, c'est de détourner l'eau de ce canyon vers une zone peu profonde, et c'est exactement ce que nous allons faire. Le prochain système de baissière que nous construisons se trouve dans une partie peu profonde du canyon, avant que tout ne prenne de l'ampleur. Je vais diriger cette eau à travers mon parking et la faire descendre dans la ruelle de la Colombe, où je construis des champs, en me basant sur certaines lectures que j'ai faites dans le manuel de conception en permaculture de Bill Mollison, et plus précisément le chapitre sur les terres arides. Merci à ceux d'entre vous qui ont laissé un commentaire pour me recommander ce livre. Ça va vraiment améliorer la conception, et nous allons ajouter une quantité spectaculaire d'eau juste en dessous du campement, ce qui est évidemment bénéfique pour les plantes. Cela fait avancer la mission de la forêt du désert. Mais aussi pour cet épisode, je peux être tranquille en sachant que l'érosion de ce canyon va s'arrêter dès que j'aurai retiré la majeure partie de l'eau du problème. En commençant la rigole ici autour du parking, nous allons pouvoir diriger l'eau loin du camp. Et en avançant par ici, on reste à peu près sur la courbe de niveau. On continue dans cette direction, et ce qui se passe, c'est que le canyon est là-bas en bas. Mais en avançant par ici, je vais arriver dans cet endroit étroit, juste là. Donc, au moment où cette courbe de niveau s'approche du canyon, ici, c'est un lit de rivière asséché à ce stade. Utiliser le bulldozer pour faire un petit barrage et diriger l'eau hors de cet arroyo, ce n'est pas difficile. L'alternative, c'est ce qui se passe actuellement, où toute cette eau dévale directement cette colline. Vous pouvez vous rendre compte de la quantité d'eau et de la pente. Il vaut mieux que l'eau n'arrive pas ici dès le départ.